Bonjour à tous. Est-ce que je peux avoir un partage d'écran, c'est possible? Est-ce que vous pouvez? Avoir un partage d'écran pour passer mes images? Un partage d'écran. Je pense qu'on vous entend en régie et qu'on va essayer de vous faire un partage d'écran. En tout cas, Bon, sinon je parle sans image, hein. partez sans image puisque vous avez devant vous euh, la grande salle du volcan ici au Havre qui est quasiment pleine dans le respect de... Un D'accord. peu plus pleine que ça Alors, et tout le monde est suspendu à vos lèvres. Donc je vous donne la parole pour une dizaine de alors, minutes. oui, bonjour à tous. Alors finalement, aujourd'hui, la question, c'est l'humain dans ce vivant qui nous entoure. Je dis souvent aujourd'hui que je pense que l'humain a oublié qu'il était vivant. Les humains se rappellent qu'ils sont vivants quand ils sont malades. Et ça, c'est un grave problème. Alors, ce vivant, en fait, bien avant l'humanité, on trouvait un nombre d'espèces maximales sur Terre dans les massifs forestiers tropicaux, hein, l'Amazonie, le bassin du Congo, ou bien encore les grandes îles en Asie que sont la Papouasie, Nouvelle-Guinée et Bornéo. Et puis dans l'océan, le récif corallien. Le récif corallien, c'est moins de 1% de la surface de l'océan, et c'est le tiers des espèces qui existent, hein, 100 000 espèces. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste à deux problèmes majeurs qui nous rendent intranquilles. On en a parlé un petit peu. D'une part, l'accélération du changement climatique, bien créée par les activités humaines. Il faut de très mauvaise foi pour dire l'inverse. Et deuxièmement, l'effondrement du vivant. Je ne parle pas d'extinction, je parle d'effondrement. Et on le voit très bien, effectivement, aujourd'hui. On a fait le colloque de l'UICN la semaine dernière à Marseille, hein. Les conclusions sont toujours les mêmes, ça va de plus en plus vite, en fait, autant au milieu océanique que dans les milieux continentaux. Ça part, ça part, ça part. Alors, je vous rappelle que le vivant, c'est cinq grands systèmes: les bactéries, les, les protistes, hein, c'est-à-dire ces micro-organismes que sont justement le phytoplancton, les microalgues de l'océan, mais aussi les levures. Et sans les levures, il n'y aurait pas de français, parce que sans levure, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de bière, il n'y a pas de fromage. Et après, les champignons, les plantes et les animaux. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce vivant qui part est quand même très préoccupant. Depuis une quinzaine d'années, on a parlé 8 fois plus du changement climatique que de l'effondrement du vivant. Donc, une des conclusions de l'ICN, c'est de dire vivant, climat, même combat. C'est pas toujours lié, mais très souvent. La surpêche du thon en Méditerranée n'a rien à voir avec le changement climatique. L'usage de pesticides sur les champs non plus. Mais très souvent, c'est lié. Et n'oublions pas deux choses: le climat affecte le vivant, mais le vivant qui s'en va affecte aussi en retour le climat. Revenons effectivement à ce qui se passe, donc un effondrement du vivant, puis tout d'un coup un petit coronavirus qui démarre quelque part durant l'été 2019 en Chine, un virus, je répète très clairement, un virus de chauve-souris, et on a assisté à un saut d'espèce, hein, de la chauve-souris vers l'humain, passé par un marché, par un laboratoire. On pourrait en discuter, mais c'est intéressant de nous interroger là-dessus, parce que ce petit virus de 15 gènes, hein, nous on en a 29 000, il cible en comorbidité des gens qui sont déjà en désordre relationnel avec leurs micro-organismes sur la peau et à l'intérieur. Je rappelle qu'un humain, c'est la moitié de bactéries par rapport aux cellules humaines, hein. Et tout ça, il faut nous ramener à l'océan ancestral, hein, quand il se forme. J'aime bien m'intéresser aux eaux estuariennes parce que on parlait de la ville du Havre tout à l'heure. J'écoutais Monsieur Philippe qui en parlait. C'est quoi une eau estuarienne? C'est notre sang. Je dis souvent aux gens qui nous écoutent: regardez votre prochaine prise de sang: 142 millimoles de sodium, 105 millimoles de chlorure, quelques millimoles de potassium. Ça, c'est un océan divisé par 3. Et le corps humain, nos liquides internes, rappellent la sortie de l'océan par le vivant il y a 1 milliard d'années pour les bactéries et un demi-milliard pour les êtres vivants qu'on appelle organisés, ce qu'on appelle les champignons, les plantes et les animaux. Donc vous voyez que la relation de l'humain à ce vivant, elle est absolument essentielle. Et avec la physique antérieure, puisque le vivant va apparaître sur un système prévivant qui vient bien de la physique et de la chimie, bien évidemment. Pourquoi avons-nous dans notre sang ce sodium, ce potassium, ces chlorures? N'oublions jamais non plus que toutes les cellules vivantes sont faites d'eau liquide. Un bébé humain qui naît, c'est 3 quarts d'eau liquide. On l'a complètement oublié, en fait. Et puis cet océan, aujourd'hui, on a fait Tara Océan depuis dans les années 2009-2013, et on est allé investiguer, séquencer la surface de l'océan, partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Et on ramène 600 000 séquences pas connues, des virus, des bactéries, et aussi, bien sûr, ces protistes, hein, que j'évoquais tout à l'heure, ces microalgues, qui nous fabriquent la moitié de l'oxygène disponible sur la Terre. Il n'y a pas que les forêts. Donc, une goutte d'eau de mer, ce sont des milliards de virus,
des millions de bactéries et des centaines de milliers de microalgues. Second écosystème, un sol. Un sol vivant, c'est aujourd'hui 2 fois plus d'espèces connues et déposées dans les musées que dans tout l'océan qu'on évoquait tout à l'heure. Un sol, ce sont 2,5 tonnes de bactéries à l'hectare, 3,5 tonnes de micro-champignons. Ce sont des tardigrades, des colamboles, des acariens, des lombriques et des nématodes. Aujourd'hui, les techniques agricoles physiques de destruction des sols et puis de labourage trop profond, associées à une chimie très délétère depuis un demi-siècle, ont fait qu'on a tué la moitié de nos sols. Premier aspect, donc ramener de la vie dans les sols, comme garder, bien sûr, la capacité de l'océan à garder ce plancton que j'évoquais tout à l'heure. C'est un océan vivant qui protège effectivement le système et qui permet de stocker un bon tiers, presque un tiers des émissions de CO2 qu'on produit en excédent depuis 2 siècles et demi. Troisième écosystème, eh bien, un bébé humain qui naît, son intestin est quasi vide de bactéries, et puis au moment de l'accouchement, la rupture de la poche des os, les bactéries de l'utérus de la maman vont aller, non pas contaminer, mais ensemencer ce bébé. Et c'est fondamental. On sait maintenant ce que Boris Cyrulnik appelle les 1000 premiers jours, ce qui se passe à ce moment-là, cette union intime entre des êtres vivants qui sont des micro-organismes et nos cellules humaines vont faire du bébé ce qu'il sera plus tard. Et c'est intéressant de regarder que quand on a séquencé l'océan, on s'est rendu compte qu'on a aujourd'hui, tous ici qui m'écoutaient, un bon tiers de gènes en commun avec ces microalgues de l'océan. Les 2 tiers avec une mouche. L'humain vient d'un système dans lequel il est profondément imbriqué. Il est une composition plurielle de tout cela. Ça, si on l'oublie, bien sûr, ça ne marchera pas. Et je vous terminerai en vous disant là-dessus que chaque nuit, chaque matin, quand vous vous réveillez, vous avez entre 1 et 2 millions d'acariens dans votre lit. Qu'est-ce qu'ils font là? Alors, bien sûr, grossi, ça, c'est pas beau, c'est moche, ça a des épines et des poils, mais c'est génial. L'humain est dedans jusqu'au bout. Donc la biodiversité, si je dois l'exprimer aujourd'hui en dehors de ces milieux que j'évoquais tout à l'heure, c'est en fait tout ce que nous consommons, nous mangeons, tous les êtres vivants avec lesquels nous coopérons, qui sont fondamentaux pour notre bien-être. Le Covid-19, il cible déjà des gens qui sont déséquilibrés dans ces relations que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, si j'enlève sur une table le nickel des couverts et le verre des bouteilles, tout ça c'est de la biodiversité. Alors en fait, ça a évolué comment? L'humain s'est multiplié effectivement. Il y a 12 000 ans, on s'arrête de bouger, on invente agriculture et élevage. On a à peu près 5 millions sur la Terre. Et depuis, on s'est beaucoup multiplié. Et chaque fois que l'humanité, en nombre d'individus, est revenue en arrière, ça correspond toujours à des époques, non pas de guerre ou de terrorisme, mais à des époques de pathologies infectieuses. Les grandes pestes noires qui vont expliquer la chute de l'Empire romain au IVe siècle et les pestes noires au Moyen-Âge. Et puis la fameuse grippe espagnole, qui n'est ni une grippe ni espagnole, il y a un siècle, et qui fait entre 50 et 100 millions de morts, à une époque où sur la Terre, nous étions 1,5 milliard d'humains. Alors voilà, aujourd'hui, pour conclure là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est vrai que l'humain a progressé dans sa capacité à vivre plus longtemps, à faire des rendements agricoles de plus en plus élevés, bien sûr, à grandir, à prendre aussi de la masse corporelle avec les problèmes d'obésité d'aujourd'hui. Et puis, à changer, sans réfléchir un petit peu à tout cela. Notre ennemi, c'est ni les avions, ni les voitures, c'est la démesure, en fait. 100 000 vols le 20 janvier 2020, ce n'est plus possible. Donc ma conclusion, c'est de vous dire que finalement, aujourd'hui, pendant 3 millions d'années, l'humain avait comme seul outil et qu'est seule arme un biface préhistorique, un biface, un caillou taillé. Et dès le moment où on est passé à l'arme de jet, l'arc, la flèche, la lance, le propulseur, plus tard la poudre noire, tout va changer. On change du corps à corps, on tue à distance. Et ça va donner à l'humanité ce sentiment, effectivement, de supériorité. Donc aujourd'hui, cette biodiversité, elle est en danger parce qu'effectivement, on détruit et on pollue, on surexploite, on dissémine tout partout et le climat change trop vite. Ma conclusion là-dessus, elle est très claire. Changer une économie qui consiste effectivement à faire du profit en acceptant de détruire cette nature et ce vivant ou de les surexploiter. Le vivant a un énorme avantage par rapport à nous. Il innove en permanence, et on sait qu'une entreprise qui n'innove pas, elle est condamnée à court terme. Il innove pour tous, le système vivant, même pour les gilets jaunes. Ce vivant fait tout avec une énorme parcimonie d'énergie. Une libellule, elle vole à 100 km/h avec 2 watts. Elle encaisse 30 fois l'accélération de la Terre en accélération. Au lieu de détruire les mares, allons voir comment elle fait. Ce vivant, effectivement, ne produit jamais de substance qui va l'auto-empoisonner. Il fait des poisons, mais il sait les dégrader. Et dans la nature, il y a toujours un acheteur pour ces déchets.
Et enfin, ce vivant, il travaille dans des conditions classiques de température, de pression. Il utilise avec une énorme parcimonie, ce qui est rare. Voilà, ma conclusion, c'est de vous dire que si l'humain ne prend pas ceci en considération, n'accepte pas qu'il est dedans, et comprenne que chaque fois qu'il va agresser ce vivant, il s'auto-agresse, on a beaucoup de souffrances qui se préparent. Mais j'y crois très fort et je dis à mes étudiants, effectivement, arrêtons cette cupidité, arrêtons cette arrogance, arrêtons cette imprévoyance. Avec beaucoup plus d'amour, on s'en sortira. Merci.